Lucie Moncler, 9 ans, entra dans le salon du Grand Hôtel Le Meurice à Paris avec des vêtements sales et des chaussures trouées, traînant un sac à dos usé qui contenait tout ce qu'elle possédait au monde. Les invités milliardaires la regardèrent avec dégoût, tandis qu'elle s'approchait timidement du piano à queue Steinway de 2 millions d'euros au centre de la salle. La sécurité allait la chasser quand elle murmura d'une voix tremblante « Puis-je jouer quelque chose contre un sandwich ?» Les rires cruels remplirent le salon. Une enfant des rues qui prétendait savoir jouer ce chef-d'œuvre musical. Mais quand ses petits doigts touchèrent les touches et qu'elle commença à jouer la fantaisie impromptue de Chopin avec une perfection qui laissa tous sans voix, personne ne savait qu'ils assistaient au retour de la fille de maître Alexandre Moncler, légende du piano mort 3 ans auparavant, une enfant qui avait fui les foyers et vécu dans la rue, cachant un talent qui allait changer leur vie à jamais. Lucie Moncler n'avait pas de souvenir clair de l'époque où sa vie avait été normale. Ce qu'elle savait avec certitude, c'était que 3 ans auparavant, quand elle n'avait que 6 ans, son père Alexandre Moncler, le pianiste le plus célébré de France, était mort dans un accident de voiture en rentrant d'un concert à l'Opéra de Paris. Sa mère était décédée d'un cancer quand elle n'avait que 4 ans, la laissant complètement seule au monde. Les services sociaux l'avaient placée dans un foyer en banlieue parisienne, un endroit gris et froid où les enfants étaient des numéros et où personne ne croyait qu'une enfant des rues puisse vraiment être la fille du grand maître Moncler. Les documents avaient été perdus dans l'incendie des archives municipales. Il n'y avait plus de parents vivants qui puissent la reconnaître et elle était trop petite et traumatisée pour expliquer qui elle était vraiment. Au foyer, Lucie avait essayé de raconter le piano noir laqué qu'elle avait à la maison, les soirées où papa lui apprenait à jouer, les mélodies qu'elle entendait encore dans sa tête. Mais les responsables pensaient que c'étaient les fantasmes d'une enfant traumatisée qui s'inventait une vie meilleure pour supporter la réalité de l'abandon. À 8 ans, Lucie s'était échappée du foyer pour la première fois. Elle ne supportait plus les cris des autres enfants, la mauvaise nourriture, l'absence totale de musique. Elle avait été reprise et ramenée 3 fois, mais à la 4e fugue, elle avait réussi à disparaître complètement dans le labyrinthe des rues parisiennes, devenant invisible parmi les sans-abri et les enfants oubliés qui survivaient aux marges de la ville lumière. Pendant une année entière, elle avait vécu en se débrouillant comme elle pouvait, dormant dans les stations de métro quand il faisait froid, mendiant devant les églises, fouillant dans les poubelles derrière les restaurants pour trouver des restes. Mais la musique ne l'avait jamais abandonnée. Chaque fois qu'elle voyait un piano, dans les centres commerciaux, les hôtels, les conservatoires, elle sentait ses doigts la démanger, comme s'il voulait se souvenir de ce que signifiait créer de la beauté. La nuit avant sa rencontre avec le destin au Grand Hôtel Le Meurice, Lucie avait dormi sur un banc du jardin des Tuileries. C'était novembre, il faisait froid, et elle n'avait pas mangé depuis 2 jours. Elle avait entendu parler de la soirée de charité qui se tiendrait à l'hôtel, un événement pour collecter des fonds pour les enfants défavorisés. L'ironie ne lui échappait pas. Elle était exactement le type d'enfant pour qui il collectait de l'argent, mais personne ne la reconnaîtrait. Elle s'était approchée de l'hôtel avec le seul espoir de demander un peu de nourriture, mais quand elle était entrée dans le salon principal et avait vu le magnifique piano au centre de la salle, quelque chose en elle s'était réveillé. Il était identique à celui que son père jouait pendant les répétitions à la maison, le même modèle Steinway & Sons qu'elle avait caressé des milliers de fois petite. Les invités étaient tous en smoking et robes de soirée, bijoux qui brillaient sous les lustres en cristal, conversations sophistiquées en plusieurs langues. Elle était une tache sale au milieu de tant d'élégance, mais elle n'arrivait pas à détourner les yeux du piano. C'était comme voir un vieil ami après des années de séparation. La sécurité de l'hôtel se dirigeait déjà vers elle pour l'accompagner dehors quand Lucie trouva le courage de poser la question qui allait changer sa vie. Sa voix était à peine un murmure, mais dans l'élégant salon elle résonna comme un cri. « Puis-je jouer quelque chose contre un sandwich ?» Les rires qui suivirent furent cruels. Une enfant des rues qui prétendait savoir jouer un instrument de 2 millions d'euros?
C'était ridicule, pathétique, presque offensant pour les invités sophistiqués qui étaient là pour la charité, mais ne voulaient pas avoir affaire directement à la pauvreté qu'ils aidaient théoriquement. Mais Marc Dubois, célèbre manager musical et organisateur de l'événement, eut une idée. Pourquoi ne pas laisser l'enfant se ridiculiser devant tout le monde? Ce serait un moment amusant, une anecdote à raconter lors des apéritifs des mois suivants. Il fit signe aux agents de sécurité de s'arrêter et annonça à haute voix « Très bien, petite, montre-nous ce que tu sais faire. Mais si c'est juste du bruit, tu t'en vas immédiatement. » Lucie s'approcha du piano avec le cœur battant si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. Ses mains étaient sales, les ongles pas coupés depuis des semaines, les vêtements qui sentaient la rue et le désespoir. Mais quand elle s'assit sur le tabouret et que ses doigts effleurèrent les touches, tout changea. La première note de la fantaisie impromptue de Chopin résonna dans le salon avec une pureté cristalline qui fit taire instantanément toute conversation. Les rires s'éteignirent, les sourires sarcastiques se transformèrent en expressions d'incrédulité. Lucie ne jouait pas seulement les notes, elle les vivait. Chaque passage technique exécuté avec une perfection que même les pianistes professionnels présents reconnurent comme extraordinaire. Mais ce qui laissa tout sans voix n'était pas seulement la technique impeccable d'une enfant de 9 ans. C'était l'émotion pure qu'elle transmettait à travers la musique, une profondeur de sentiment qui parlait de pertes trop grandes pour son âge, de solitude qu'aucun enfant ne devrait jamais connaître, d'une beauté qui survivait malgré tout. Quand le dernier accord s'éteignit dans le silence absolu du salon, les invités restèrent immobiles pendant de longues secondes. Puis quelqu'un commença à applaudir, et en quelques instants toute la salle explosa dans une ovation qui n'en finissait plus. Lucie leva les yeux du piano, et pour la première fois en 3 ans, elle vit dans les regards des adultes non pas de la pitié ou de l'agacement, mais de l'émerveillement et du respect. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'était que parmi le public se trouvait Hélène Vasseur, critique musicale du Figaro et amie intime du défunt Alexandre Moncler. Hélène avait reconnu immédiatement non seulement le talent extraordinaire, mais aussi quelque chose de familier dans la façon dont les petites mains se déplaçaient sur les touches. C'était le même toucher délicat mais puissant qu'elle avait vu des milliers de fois quand Alexandre jouait. Et quand Lucie leva le visage, Hélène vit dans les yeux de l'enfant le même regard intense et mélancolique de son vieil ami. Le destin venait de commencer à tisser le fil qui ramènerait Lucie Moncler à la place qui lui revenait de droit dans le monde de la musique. Mais elle devait d'abord affronter la vérité sur qui elle était vraiment et ce qui était arrivé à sa famille. Hélène Vasseur resta assise à sa table longtemps après que les autres invités eurent quitté le salon, observant Lucie, qui avait été accompagnée dans une suite de l'hôtel par le directeur lui-même, encore bouleversé par l'exhibition à laquelle il avait assisté. La critique musicale avait couvert la carrière d'Alexandre Moncler pendant plus de 20 ans. Avait vu naître et grandir sa fille, avait pleuré à ses funérailles quand elle avait été déclarée morte avec son père. Cette nuit-là, Hélène ne réussit pas à dormir. Elle continuait à revoir les gestes de Lucie au piano, la façon dont elle inclinait la tête face aux passages difficiles, la technique de pédale particulière qu'Alexandre avait développée et qu'aucune autre école n'enseignait. Ce ne pouvait pas être des coïncidences. Mais comment était-il possible que la fille du maître le plus célèbre de France vive dans la rue depuis 3 ans sans que personne ne s'en aperçoive? Le matin suivant, Hélène commença ses recherches. Ce qu'elle découvrit la bouleversa. Après la mort d'Alexandre, Lucie avait effectivement disparu des radars officiels. Les services sociaux avaient un dossier au nom de Lucie sans nom de famille. Une enfant non identifiée trouvée traumatisée sur le lieu de l'accident et hospitalisée pendant des semaines. Dans l'incendie des archives municipales avaient été perdus tous les documents qui pouvaient relier cet enfant à la famille Moncler. Le foyer où elle avait été placée avait des enregistrements d'une enfant qui disait être fille d'un pianiste célèbre, mais les responsables avaient catalogué ces affirmations comme des fantasmes post-traumatiques.
Personne n'avait jamais fait le lien avec Alexandre Moncler, aussi parce qu'officiellement sa fille était morte dans l'accident avec lui. Une erreur bureaucratique qui avait condamné une enfant à 3 ans d'invisibilité sociale. Hélène se précipita à l'hôtel et demanda à parler avec Lucie. Elle la trouva dans la suite, lavée et vêtue d'habits propres que le personnel de l'hôtel lui avait procurés, mais encore visiblement effrayée et méfiante. Quand Hélène lui dit avoir été amie de son père, les yeux de Lucie se remplirent de larmes qu'elle ne versait plus depuis des années. Lucie commença à raconter sa vraie histoire pour la première fois depuis l'accident. Elle se souvenait de la soirée du drame. Papa devait aller à Paris pour un concert. Elle devait rester à la maison avec la baby-sitter. Mais au dernier moment, la femme était tombée malade. Alexandre avait décidé d'emmener Lucie avec lui promettant qu'après le concert, ils iraient manger une glace dans un endroit qu'ils connaissaient près du théâtre. Le voyage de retour avait été joyeux. Alexandre avait magnifiquement joué. Lucie avait applaudi depuis la salle en se sentant la fillette la plus fière du monde. En voiture, ils chantaient ensemble les chansons qu'il lui avait apprises. Puis il y avait eu ce bruit terrible, le monde qui tournait, l'obscurité, et quand elle s'était réveillée à l'hôpital, tous disaient que papa était mort, et personne ne semblait savoir qui elle était. Hélène écoutait le cœur brisé, tandis que Lucie lui racontait les 3 années suivantes. Le foyer où personne ne croyait ses histoires, la fuite dans les rues de Paris, la faim, le froid, la peur constante, mais surtout la musique qui l'avait maintenue en vie. Elle avait continué à pratiquer mentalement les leçons que papa lui avait enseignées, avait joué des pianos imaginaires avec ses doigts quand elle ne pouvait pas dormir, avait chanté à voix basse les mélodies qui étaient le seul lien restant avec sa vie précédente. La confirmation définitive arriva quand Hélène demanda à Lucie de jouer quelque chose que personne ne pouvait connaître sans appartenir vraiment à la famille Moncler. Lucie s'assit au piano de la suite et joua une mélodie simple mais profondément émouvante. Hélène la reconnut immédiatement. C'était la berceuse qu'Alexandre avait composée pour sa femme quand Lucie était nouveau-née. Un morceau jamais publié. Tu aimes cette histoire, ma quoi? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Jamais exécuté en public, qui n'existait que dans les enregistrements privés qu'Hélène avait entendus chez le maître des années auparavant. Il n'y avait plus de doute. Lucie Moncler, fille de la légende du piano, était vivante. Mais maintenant, Hélène devait affronter une question encore plus complexe. Comment réintégrer une enfant traumatisée et grandie dans la rue dans le monde sophistiqué de la musique classique et comment gérer l'impact médiatique d'une découverte qui bouleverserait tout l'environnement musical international? Le premier pas fut de contacter l'avocat qui avait géré l'héritage d'Alexandre. Officiellement, tous les biens du maître avaient été placés dans un fonds fiduciaire en attente d'éventuels héritiers. La villa familiale avait été scellée, le célèbre piano d'Alexandre avait été transféré dans un entrepôt, ses partitions et enregistrements privés avaient été conservés dans une banque. Si Lucie était reconnue légalement comme sa fille, elle hériterait de tout. Une fortune estimée à plus de 20 millions d'euros, plus un patrimoine artistique inestimable. Mais la reconnaissance légale demandait du temps, des documents, des tests ADN. Et en attendant, Lucie avait besoin de stabilité, de soins médicaux, de soutien psychologique, et surtout de retourner à la musique qui avait été son salut. Hélène prit une décision qui changerait leurs 2 vies. Elle emmena Lucie chez elle et commença le long processus de reconstruction d'une identité et d'un avenir. La première chose qu'elles firent ensemble fut d'acheter un piano. Quand Lucie le vit entrer dans l'appartement d'Hélène, elle éclata en sanglots. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de joie pure. Pour la première fois en 3 ans, elle avait de nouveau un instrument rien qu'à elle, un moyen de donner voix aux sentiments qu'elle avait gardés enfermés trop longtemps. Ce soir-là, Lucie joua pendant des heures, les mains qui retrouvaient agilité et assurance à chaque morceau. Hélène écoutait depuis la cuisine.
sachant qu'elle assistait à quelque chose de miraculeux. Non seulement le retour d'un talent extraordinaire, mais la renaissance d'une enfant qui avait trouvé le chemin pour rentrer à la maison. La nouvelle que Lucie Moncler était vivante explosa dans les médias internationaux. Hélène géra la révélation avec soin. D'abord, les tests ADN qui confirmèrent l'identité, puis une conférence de presse qui bouleversa le monde de la musique classique. Découvrir que la fille du grand Alexandre avait hérité de son talent extraordinaire fut comme retrouver un trésor perdu. Les offres arrivèrent immédiatement. Conservatoires prestigieux, maisons de disques, promoteurs disposés à payer des sommes astronomiques. Mais Hélène était déterminée à protéger Lucie de la frénésie commerciale. L'enfant avait besoin de temps pour récupérer, émotionnellement et socialement, avec des lacunes éducatives énormes et la nécessité d'apprendre à nouveau à faire confiance aux adultes. Le maître choisi fut Dimitri Volkov, légendaire professeur russe. Quand il entendit un enregistrement de Lucie, il changea immédiatement d'avis sur son refus de la prendre comme élève. La première rencontre fut émouvante. Après avoir entendu l'enfant jouer, il lui dit qu'en 60 ans, il n'avait jamais entendu un talent si pur, mais qu'un travail énorme serait nécessaire pour reconstruire la technique. La villa familiale fut rouverte. Lucie y entra après 3 ans avec joie et douleur. Tout était resté identique, mais c'était maintenant la maison où recommencer à rêver. Le premier concert public après 6 mois fut un récital intime qui incluait des morceaux du père et la berceuse dédiée aux parents disparus. L'exhibition fut un triomphe, qui la transforma d'enfant apeuré en jeune artiste capable d'honorer la mémoire paternelle. 2 ans après sa redécouverte, Lucie devait équilibrer la célébrité mondiale avec le besoin de développer sa propre identité artistique. Elle commença à composer des mélodies personnelles qui mélangeaient l'élégance classique héritée du père avec des influences modernes dérivées de ses expériences de rue. Le tournant arriva avec un concert de bienfaisance pour les enfants des rues de Paris. Lucie interrompit l'exhibition pour raconter son histoire avec une maturité surprenante, parlant de peur et de faim, mais aussi de comment la musique l'avait sauvée. Le concert récolta plus de 2 millions d'euros pour construire 3 centres d'accueil. Lucie décida ensuite de rencontrer les enfants du foyer dont elle s'était échappée. Elle organisa un concert pour eux, apporta des instruments de musique et surtout son témoignage d'espoir. Avec les fonds récoltés, elle finança des programmes de recherche familiale plus précis et des cours artistiques, transformant le lieu de sa souffrance en opportunité pour d'autres. À 14 ans, Lucie était devenue symbole de résilience et voix des oubliés. Elle avait développé son propre style unique tout en gardant vivant l'héritage paternel. Sa première composition importante fut « Rue de mémoire », une suite qui racontait musicalement son voyage de la perte à la Renaissance, exécutée en première à l'Opéra de Paris. Le projet le plus ambitieux fut l'École Alexandre Moncler, un conservatoire pour enfants de situations difficiles. Lucie fit personnellement les auditions dans les foyers et centres d'accueil, cherchant cette étincelle émotionnelle qu'elle avait reconnue en elle-même. Après 2 ans, l'orchestre juvénile de l'école remporta des concours nationaux, mais le vrai succès se mesurait dans les vies changées. Pour son 18e anniversaire, Lucie célébra avec un concert où tous ses élèves jouèrent ensemble. Elle remercia Hélène, Dimitri et ses jeunes, mais dédia le moment le plus important à la mémoire du père, disant que chaque note jouée était une façon de le garder vivant et de le remercier du don qui l'avait sauvé. 10 ans après cette nuit au Grand Hôtel Le Meurice, Lucie Moncler avait 25 ans et était reconnue comme une des musiciennes les plus influentes de sa génération. Mais son impact dépassait largement la technique pianistique ou les compositions acclamées par la critique. Elle avait démontré que l'art pouvait être une force de changement social, que le talent pouvait naître partout et que la compassion était aussi importante que la compétence. L'école Alexandre Moncler était devenue un modèle international. Des délégations du monde entier venaient étudier sa méthode d'enseignement, qui combinait excellence artistique et inclusion sociale.
Beaucoup de ses premiers élèves étaient maintenant musiciens professionnels. Certains avaient créé leurs propres écoles suivant son exemple, d'autres travaillaient comme thérapeutes musicaux ou éducateurs spécialisés. Le projet le plus ambitieux de Lucie pour célébrer le 10e anniversaire de sa renaissance fut un concert mondial retransmis en streaming où des centaines de ses anciens élèves jouèrent simultanément depuis 50 villes différentes. C'était un tribut à la musique comme langage universel, mais aussi une démonstration de comment une idée, née du désespoir, pouvait grandir jusqu'à toucher des vies dans le monde entier. Pendant le concert, Lucie raconta encore une fois son histoire, mais maintenant avec la perspective de la maturité. Elle parla de comment la douleur pouvait devenir compassion, de comment la perte pouvait enseigner la valeur de ce qu'on a, de comment la musique pouvait être non seulement divertissement, mais médecine pour l'âme. Sa voix était ferme, sûre, celle d'une femme qui avait transformé la tragédie personnelle en mission universelle. Mais le moment le plus émouvant fut quand elle ouvrit le piano qui avait appartenu à son père et qu'elle gardait maintenant dans son studio privé. Elle joua la berceuse qu'Alexandre avait composée pour sa femme, la même qui avait convaincu Hélène de sa vraie identité des années auparavant. Mais cette fois, ce n'était pas un souvenir mélancolique. C'était une célébration de l'amour qui continue au-delà de la mort, de la musique qui connecte les générations, du talent qui se transmet non seulement à travers les gènes, mais à travers les valeurs. À la fin du concert, Lucie annonça son projet le plus ambitieux, une fondation internationale qui créerait des écoles de musique pour enfants défavorisés dans le monde entier. L'objectif était ambitieux, mais clair. Faire en sorte qu'aucun enfant avec un talent musical ne soit jamais plus perdu ou oublié, indépendamment de ses origines ou circonstances. La cérémonie de clôture du concert eut lieu symboliquement au Grand Hôtel Le Meurice à Paris, dans le même salon où tout avait commencé. Le piano Steinway était encore là, poli à miroir, et Lucie s'assit sur le même tabouret où elle s'était assise, enfant affamée et désespérée. Mais cette fois, elle ne joua pas Chopin. Elle joua une composition originale qu'elle avait écrite spécialement pour l'occasion, intitulée « L'enfant qui rêve ». C'était un morceau qui parlait d'espoir, de possibilités infinies, de comment chaque fin peut être un nouveau commencement. La mélodie était assez simple pour qu'un débutant puisse la jouer, mais assez profonde pour émouvoir les musiciens les plus expérimentés. Tandis que les dernières notes résonnaient dans le salon élégant, Lucie pensa à la fillette de 9 ans qui était entrée là 10 ans auparavant. Cet enfant avait demandé un sandwich en échange de musique. Maintenant, la femme qu'elle était devenue offrait de la musique en échange d'un monde meilleur, où chaque enfant pourrait découvrir et cultiver ses talents. L'histoire de Lucie Moncler était devenue légende. L'enfant perdu qui s'était retrouvé à travers la musique et aidait maintenant d'autres à faire de même. Mais pour elle, ce n'était pas seulement une belle histoire à raconter. C'était la preuve vivante que peu importe à quel point la situation peut sembler sombre, il y a toujours une note d'espoir qui attend d'être jouée. Et chaque fois qu'un enfant apprenait sa première gamme, chaque fois qu'un jeune découvrait qu'il pouvait créer de la beauté avec ses mains, chaque fois que la musique allumait une étincelle dans une âme perdue, Lucie savait que son père souriait. Parce que la musique ne meurt jamais, elle se transforme, grandit et continue à vivre dans le cœur de ceux qui ont le courage de la partager. Le piano se tut, mais la mélodie continuait. C'était le son de l'avenir qui naissait du passé, la promesse que chaque enfant oublié pouvait encore devenir la symphonie que le monde attendait d'entendre. Ligue, si vous croyez que chaque enfant mérite une chance de briller, commentez quel moment vous a le plus frappé dans cette histoire. Partagez pour inspirer ceux qui n'ont jamais cessé de rêver, malgré les difficultés. Abonnez-vous pour d'autres histoires de talents cachés et de secondes chances. Parfois, les diamants les plus précieux se trouvent dans les endroits les plus impensables. Parfois, il suffit d'une note juste pour changer une vie pour toujours. Et parfois, la musique est le seul langage qui peut guérir un cœur brisé, parce que chaque enfant qui rêve est une symphonie qui attend d'être écrite.